Voilà, le docteur Lam Nguyen qui est présent donc avec nous, mais dans un autre studio physiquement. Docteur Nguyen, bonjour. Bonjour. Alors, votre passage et votre intervention la semaine dernière au CESEC n'est pas passé inaperçu. Vous avez employé des mots assez forts pour décrire la situation actuelle de la Covid sur le territoire. Vous avez lancé une mise en garde contre les fausses sensations de sécurité. Expliquez-nous. Avant d'y aller, je voudrais juste apporter une correction. Je suis médecin à la direction de la santé et non plus à Malardé depuis longtemps. D'accord. En fait, dans mon intervention au CESEC, je n'ai pas parlé seulement de la Polynésie, mais globalement au niveau mondial. Les différents problèmes qu'on rencontre sont des problèmes communs à tous les pays. Et de la même façon, les difficultés rencontrées par les différents gouvernements sont toujours de même ordre, c'est-à-dire comment amener la population à adhérer à des mesures de prévention. Ça, c'est le principal idée. Au niveau de la Polynésie, les faits sont là. Nous avons pratiquement presque 1000 personnes détectées, seulement 2 décès, ce qui fait un des taux de mortalité les plus faibles au monde. Est-ce que ça va continuer ? Nous espérons que oui. Malheureusement, il faut attendre pour voir comment ça se passe. Et d'autre part, il faut être extrêmement vigilant parce que si ce faible taux de mortalité est confirmé, nous n'avons toujours pas d'explication. Alors, ce qui veut dire qu'en fait, il ne faut pas trop se fier au nombre d'hospitalisations et de morts. Il faut rester très très vigilant. Alors, vous avez déclaré, je vous cite, « On a eu de la chance jusqu'à maintenant ». Ça veut dire quoi ? Que la chance a tourné, c'est fini, on va à notre tour connaître plusieurs décès ? Il n'y a aucun pays que je connaisse dans le monde qui soit touché par cette épidémie avec une expansion rapide sans mort. Donc, je ne vois pas pourquoi ce serait différent ici. Alors, mais pourquoi vous dites qu'on a eu de la chance, en fait ? La chance, c'est un constat. C'est un constat. Vous voyez bien que tout récemment, on a eu 2 morts, mais jusque-là, on n'a pas eu de morts. Donc, la chance, c'est là. Alors, pour lutter contre l'épidémie, les masques sont rendus obligatoires dans les commerces et les lieux publics. Il est indispensable d'en porter tous les jours, y compris dans sa voiture, par exemple ? Non, bien sûr que non. Je veux dire, lorsque vous êtes en interaction avec d'autres personnes, il est conseillé, fortement recommandé, même obligatoire dans certains endroits, de porter les masques. Il est évident que si vous êtes tout seul dans votre voiture, vous êtes dans un bateau tout seul au milieu du lagon, ou vous êtes en plein air tout seul, vous promenez en forêt, il n'y a aucune utilité à porter les masques dans ces cas-là. Mais lorsque vous êtes rentré en interaction avec d'autres personnes, oui, il faut porter les masques parce qu'il a été démontré par diverses données cumulatives que le masque protège. Ça, c'est un fait. Il faut donc également le porter systématiquement en milieu scolaire ? Oui, c'est ce qui est recommandé. Maintenant, la faisabilité dépend de l'âge des enfants. Mais je pense qu'il faut garder à l'idée que l'idéal est de pouvoir porter les masques, même pour les enfants, oui, si c'est possible. Et à partir de quel âge ? Ça, il faut essayer. Je n'ai aucune expérience du port de masque chez les enfants. Mais je pense que si on présente aux enfants le masque comme une sorte de jeu, les enfants aiment bien tout ce qui est jeu, donc il faut essayer. Alors ici, donc en Polynésie, nous n'avons qu'un seul service de réanimation. La question est de savoir si ça suffira en cas de saturation, sachant que nos voisins, par exemple, ont pratiquement tous fermé leurs aéroports, que la France, c'est très loin, et que les États-Unis, ce n'est peut-être pas l'endroit le plus indiqué. Alors comment on fait, docteur ? Poser la question et déjà avoir conscience de ce problème. Vous savez très bien qu'on est isolé dans le Pacifique Sud. On a un certain nombre de lits de réanimation ainsi que des appareils respiratoires pour faire face. Maintenant, dans l'éventualité d'une saturation, ce n'est pas non plus du jour au lendemain que ça va se saturer. Enfin, nous espérons. Donc on pourrait à ce moment-là imaginer faire appel à la France pour nous apporter le matériel et le personnel nécessaire pour faire face à la situation. Alors, je reviens au port du masque. Vous faites un parallèle, vous, avec le préservatif. À l'instar d'une capote avec le VIH, on n'a pas d'autre moyen, vous dites. Et pourtant, le masque a d'abord, alors on s'en souvient, été jugé contre-productif, puis ensuite il a été recommandé avant d'être devenu pratiquement obligatoire. Est-ce que le message n'est pas brouillé ? Est-ce que les gens s'y retrouvent ?
Bien entendu, le message est brouillé. D'ailleurs, vous avez vu récemment une manifestation anti-masque. Bon, je crois que mon confrère Dr Didier Bondou en a déjà parlé ce matin, j'ai entendu à la radio. Je ne vais pas revenir là-dessus. Le parallèle que j'ai fait avec les capotes, c'est simplement pour frapper les esprits. Il n'y a pas beaucoup de... Disons que la capote, ce n'est pas un port obligatoire pour des raisons, sanitaires. C'est surtout pour vous protéger et éventuellement protéger les autres si vous êtes infecté. Mais bon, là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Actuellement, ce n'est plus tout à fait vrai. Le masque, oui. J'entends bien sûr les gens dire oui, mais notre liberté fondamentale, il faut la respecter. Je dirais que quand vous vivez en société, vous avez aussi un devoir vis-à-vis de la collectivité. Je ne sais pas, par exemple, le port de casque quand on est en 2 roues, ou le port de ceinture de sécurité ne protège que vous. Ça ne protège pas la personne que vous percutez avec votre engin. Pourtant, c'est obligatoire. Si on l'accepte pour ces moyens-là de protection individuelle, pourquoi ne pas accepter le masque ? Alors, docteur, à partir de combien de tests pratiqués pourra-t-on se dire, avec précision, que finalement, on est en train d'éloigner une bonne fois pour toutes ce virus ? Je vais faire une réponse un peu à la normande. Si vous testez, si vous avez la capacité de tester toute la population, ce qui est impossible, là, du coup, on a une idée très claire de l'évolution de la situation épidémiologique. Si on peut tester toute la population et les suivre dans le temps, oui. Sauf que là, on n'a pas la capacité. Actuellement, vous savez très bien que le nombre de tests effectués par jour est limité par pour des raisons techniques et des contraintes au niveau du laboratoire. Donc, on fait de notre mieux. Évidemment, si on pouvait avoir des tests sérologiques pour avoir une idée de l'incidence réelle de cette infection sur le territoire, ça nous apporterait probablement des informations intéressantes. Mais pour l'instant, nous n'avons qu'un seul test, c'est RT-PCR, et ces tests moléculaires sont onéreux, prennent du temps pour être réalisés et nécessitent un plateau technique assez avancé. Vous trouvez que cette pratique donc, du test individuel est assez efficace ? L'efficacité dépend en réalité de l'objectif que nous nous fixons. Actuellement, on est encore dans les contact tracing, c'est-à-dire on recherche les sujets contacts pour essayer de contenir l'épidémie, mais je pense qu'on arrive à notre limite là. Et apparemment, les clusters se diffusent beaucoup plus vite qu'on ne détecte. Donc il va falloir probablement changer de stratégie prochainement. Alors, en parlant de stratégie, vous avancez une alternative qui pourrait être du côté des tests sérologiques, c'est-à-dire le test sérologique, c'est pour avoir la situation épidémiologique. Et je pense qu'il y a un autre test qui s'appelle le test d'antigènes, qu'on détecte également dans les prélèvements au niveau nasopharyngé, qui nous permet probablement de soulager le plateau technique moléculaire avec les RT-PCR et avoir quand même des données très intéressantes pour le contrôle épidémique. Mais ça, c'est des questions techniques qu'il va falloir qu'on discute au niveau de la direction de la santé. Alors, on a beaucoup de données donc, pour ce qui concerne Tahiti. Comment ça se passe dans les îles ? Comment est-ce qu'on organise, par exemple, les tests, etc. Je crois que toutes les équipes, que ce soit de la direction de la santé ou l'Institut Malardé, font de leur mieux pour essayer d'apporter les expertises techniques dans les îles. Mais bon, on est confronté là à des difficultés de l'ordre de transport. Le transport de ces tests ne pose pas de problème particulier, simplement c'est le délai. Le délai de rendu de résultats, le délai selon l'éloignement par rapport à Tahiti, c'est ça qui retarde un petit peu le rendu de résultats. Alors, lorsque vous observez la photo instantanée, là, ce qui se passe, la situation de la Covid ici en Polynésie, vous êtes inquiet ? Bien sûr, je suis inquiet parce que, encore une fois, je rappelle pourquoi cette épidémie, pourquoi cette infection est dangereuse, pourquoi tout le monde fait des soucis. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé ailleurs. Cette infection sature assez rapidement le service de réanimation. Il faut que votre capacité en réanimation est atteinte. Eh bien, pour les surplus de patients, on n'a pas de solution. Donc, les gens meurent. C'est ça la difficulté.
je ne sais plus qui m'a parlé des chikungunya, etc. Mais les autres maladies n'entraînent pas ce phénomène de saturation rapide des services de réanimation avec une occupation assez longue. Une fois que le patient est en réanimation avec un respirateur, il lui faut 3-4 semaines pour se rétablir avant de pouvoir libérer l'appareil pour une autre personne. Et pendant ce laps de temps, si l'arrivage des patients excède la capacité, là, ça pose tout de suite un problème pour nous. D'autre part, le Covid-19 a un autre impact que n'ont pas, par exemple, les épidémies de dengue, Zika, chikungunya, c'est l'impact économique. Parce que toutes les mesures de prévention, que ce soit individuelles ou collectives, entraînent en fait un impact économique énorme. Et donc, on ne peut pas faire abstraction de cet état de fait dans les mesures qu'on choisit pour contrôler l'épidémie. Les autorités, en tous les cas, font tout ce qu'il faut pour combattre efficacement cette épidémie, ou on manque encore de moyens? Non, je crois que dans le monde entier, tous les gouvernements font de leur mieux pour essayer de contenir. La difficulté, encore une fois, comme je l'ai dit déjà au CESEC, c'est que cette infection est inconnue jusqu'à présent. Donc, on apprend au fur et à mesure les données scientifiques qui émergent. Donc, par exemple, les mesures que vous avez prises hier, peut-être ne seront plus bonnes demain. Ce qui veut dire qu'il va falloir changer, s'adapter au fur et à mesure. Et là, c'est l'écueil. Et comme je dis, l'écueil, c'est de pouvoir expliquer clairement à la population pour qu'elle reste adhérente aux préconisations. Parce que dans la mesure où si les gens ne comprennent pas, comme par exemple pour le masque, si on change de discours sans expliquer le pourquoi et comment, eh bien, vous avez un phénomène de défiance qui émerge. Et là, ça complique le contrôle épidémique. D'accord. Donc pour le moment, en tous les cas, la seule parade, ce sont les gestes barrières. Absolument. Merci beaucoup. Attendez, oui. Il y a les gestes barrières, mais il y a aussi, si jamais vous vous sentez malade, confinez-vous, restez à la maison pour ne pas essayer de limiter la contamination à votre entourage. Merci beaucoup, docteur Lam Nguyen, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes docteur en infectiologie et pas à Louis Malardé. Oui, à la direction de la santé. Merci.